Bonjour, c'est Guillaume de Goulet, on est vendredi, jour de podcast basket à l'équipe, jour de step back. Alors au menu de cette nouvelle émission, du lourd, du très lourd, avec un focus consacré aux plus français des Américains de NBA. Non, désolé Liliane, on va pas parler de Joakim Noah, mais bien de Kevin Durant. Kevin Durant. La star des Warriors s'est blessée au mollet droit durant le match 5, remporté face aux Houston Rockets, et ne reviendra pas, a priori au mieux, avant le début de la finale de la conférence Ouest, si bien sûr Golden State se qualifie. Alors, c'est pas tellement sa blessure qui va nous intéresser aujourd'hui, mais plutôt le débat qu'il suscite au sein de notre rédaction. Il y a quelques jours, notre collègue Arnaud Lecomte l'a même qualifié de plus grand attaquant de l'histoire de la NBA. Et du coup, ça a engendré un vrai débat entre nous, personne n'ayant vraiment le même avis sur la question. Malheureusement, Arnaud n'est pas là aujourd'hui pour défendre sa thèse. Exactement, Lily, c'est sauvé. C'est défilé. Bravo. Il met le feu et il se sauve. C'est scandaleux. Il est à Athènes, précisément. Arnaud, parti sur les traces d'une autre star NBA, Giannis Antetokounmpo. Un reportage à lire très bientôt dans nos colonnes. Mais allez, pour croiser le fer en son absence, autour de moi, vous avez reconnu sa voix suave et décidée. Liliane Trévisan, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Yann Onona qui s'est levé très tôt ce matin. Salut Yann. Salut Guillaume. Salut à tous. Et Amaury Perdrio qui lui aussi s'est levé très tôt, mais un petit peu moins tôt quand même. Salut Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est bon, vous avez les arguments, les couteaux aiguisés, les dents serrées ? Ah bah, pas visiblement non. Bon, on est prêt à se déchirer. Si, ça va, mais ça se voit pas trop à l'antenne, quoi. Voilà, vous savez tout. Alors on prend une grande inspiration. On se demande 2 secondes si Durant va vraiment rejoindre les Knicks la saison prochaine. Et on y va. 3, 2, 1, début du KD Game. Yes. Allez, on va commencer tout simplement par prendre des nouvelles de Kevin Durant. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur sa blessure ? Est-ce que c'est grave ? J'ai lu donc qu'il serait possiblement de retour pour la finale de conférence Ouest si les Warriors se qualifiaient. Qu'est-ce qui lui est arrivé précisément à Durant pour ceux qui n'auraient pas vu les images après son shoot face aux Rockets ? Une action vraiment comme il en existe 300 millions dans la carrière d'un joueur. Un tir à 3-4 mètres, ligne de fond, il retombe tout seul sur ses jambes. Et au moment de repartir, on sent qu'il y a un truc qui claque, qui va pas. Il fait 2 pas et il s'arrête tout de suite en se tenant le bas du mollet. Donc tout de suite, on a craint un tendon d'Achille. Et il rentre au vestiaire en boitant très 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 bas, pose à peine le pied, et il a fallu de longues minutes pour déjà écarter la grave blessure. Et ensuite, les Warriors ont communiqué plus tard dans la journée pour annoncer une élongation du mollet droit. Alors après, voilà, est-ce qu'il joue un peu la montre ? C'est plus grave que ça ne le serait, et ils essayent de jouer là-dessus, et en espérant un retour pour les finales de conf. Voilà, c'est des blessures qui peuvent prendre 1 à 3-4 semaines selon la gravité de l'élongation. Donc mystère. Ma question va peut-être vous sembler un peu bizarre, mais est-ce que c'est un vrai coup dur pour les Warriors ? On rappelle qu'entre 2014 et 2016, Kevin Durant n'était pas avec eux. C'est un coup dur parce que Kevin Durant est qui il est, à savoir un énorme scoreur. Il pèse encore cette année 26 points par match. Donc on ne peut pas perdre un élément comme ça sans que ça affecte l'équipe, surtout qu'en payant Kevin Durant dans leur équipe, évidemment, les Warriors ont dû se séparer d'autres joueurs et ils ont fait un autre pari, celui de DeMarcus Cousins en début de saison, qui lui aussi est blessé, dont on ne sait pas si on le reverra pendant les playoffs. Je dis ça parce qu'il a lui-même annoncé que peut-être il comptait revenir jouer avant la fin de la saison. Et évidemment, du coup, le banc des Warriors est affaibli par rapport à la période que tu évoquais. Ceci dit, évidemment, Kevin Durant s'est blessé et, comme par hasard, on a retrouvé les fameux Splash Brothers, Stephen Curry et Klay Thompson, qui se sont mis dans un mode comme ils jouaient avant, c'est-à-dire plus collectif, c'est-à-dire avec la balle qui tourne plus, et dans une espèce d'urgence qu'on n'arrivait pas à retrouver chez eux dernièrement, ou un peu moins. Voilà, donc c'était intéressant. Ça veut dire, Liliane, pour glisser tout doucement vers le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, que Kevin Durant n'est pas le patron absolu des Warriors. On est bien d'accord ? Alors, on est tout à fait d'accord là-dessus. D'une part, parce qu'il l'a revendiqué lui-même, et c'est un petit peu pour ça que c'est difficile de le caractériser comme le plus grand attaquant de tous les temps, parce qu'en fait, ce n'est pas un leader, déjà. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui l'a dit. Il l'a dit en 2017, il l'a dit, Stephen Curry est la figure de proue de cette équipe et ça me va très bien, ça m'aide. Je ne veux pas être le leader, je ne suis pas un leader. Voilà, il a déclaré ça dans la presse américaine, je crois que c'était auprès de ESPN. Et on le sent très bien quand on le voit jouer. Il est confortable
dans la situation où il est aux Warriors. C'est-à-dire qu'il n'est pas le mec qui va forcément tirer l'équipe tout le temps, toute la saison. Il est très bien entouré. Offensivement, il y a Stephen Curry. On ne présente plus Stephen Curry. Défensivement, il y a Draymond Green. Voilà, donc il est dans une zone de confort un petit peu aux Warriors. Et c'est pour ça que je pense qu'il lui manque cette dimension de leadership. Quand il était à OKC, évidemment, il n'était pas tout seul. Je ne vais pas dire qu'il était derrière, mais il y avait Russell Westbrook et James Harden. Jamais il a réussi à prendre le pas devant eux. Jamais il s'est imposé devant eux en disant c'est moi, le guy, le mec de cette équipe. Jamais. Il n'a jamais fait ça parce que c'est une situation en fait qui lui est confortable, je pense. Ça lui permet de ne pas être tout le temps sous pression. Ça lui permet d'être plus focus sur son jeu. Voilà. Mais il revendique le fait de ne pas être un leader. Voilà. Donc je pense que les Warriors le savent. Et comme le rappelait Yann, ils ont effectivement du matos à côté. Et ils ont su jouer sans lui. Après, effectivement, ce qui va être critique s'il revient ou pas, s'il ne revient pas, pardon, ça va être effectivement la longueur de banc pour les rotations, etc. Donc ça peut peser effectivement jusqu'au bout, au dénouement ultime, s'ils vont en finale. Voilà, mais je pense que oui, c'est un grand attaquant, oui, c'est un énorme manque pour les Warriors, mais ce n'est pas le leader des Warriors. Est-ce que tu as besoin d'être leader pour être un grand attaquant? Ça dépend à qui tu le compares. Si tu veux le comparer à Jordan, si tu veux le comparer à LeBron James, oui. Oui, eux sont des gens qui sont capables de tirer leur équipe tout seuls. Enfin, je veux dire, eux, hiérarchiquement, il n'y a pas de remise en question possible. C'était eux les number one, quoi. Voilà. Bon, déjà, moi, j'aimerais répondre aux déclarations auxquelles tu fais référence. Moi, je pense que c'était plus de la politesse de la part de Kevin Durant, qui a également déclaré en une de Sports Illustrated qu'il en avait marre d'être toujours considéré comme un second. Et donc, il parlait surtout de LeBron James quand il disait ça, parce que chaque fois qu'il était en play-off, tout le monde faisait focus sur LeBron James comme le héros des play-offs. Et là, cette année, LeBron n'est pas là. C'est pour ça que le débat aussi est un peu différent. Il a également déclaré cette année, juste avant les play-offs ou pendant les play-offs, qu'il avait l'intention et l'envie d'être le meilleur joueur de l'histoire. Il l'a dit tel quel. Et je pense vraiment que quand il dit ça, il y a 2 ans, c'est évidemment qu'il ne veut pas arriver marcher sur les plates-bandes tout de suite d'une équipe en place qui en plus gagne. Je pense qu'il saisit qu'en plus son arrivée là-bas est mal vue par un certain nombre de gens dans la ligue, et sans parler du grand public qu'il a assassiné, je pense, sur les réseaux sociaux, en disant qu'il aurait dû essayer d'aller dans une équipe où il pouvait justement être le numéro 1. Il a fait son choix. Il a gagné 2 bagues depuis, en étant MVP des finales. Oui, donc on est d'accord, il ne tient pas spécifiquement à être le numéro 1. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'en a pas les qualités ou est-ce parce que ça lui est confortable ? Moi, je pense que ça lui est confortable. Après, faut pas oublier, sur ces playoffs, sur les playoffs 2019, il est le leader de Golden State. Oui. Il en a l'étoffe. Le rôle, il s'affiche peut-être pas en tant que leader, mais il l'est sur le terrain. C'est lui qui apporte les points, c'est lui qui fait gagner. Il est le meilleur marqueur de tous les playoffs. Stephen Curry en plein. Mais un meilleur marqueur n'est pas forcément un leader. Sauf que c'est lui qui va faire gagner les matchs. Sauf que le débat, est-il le plus grand attaquant, pas le plus grand leader? Mais ça commence par là. Mais tu peux pas dire. Pour moi, c'est difficile de dire je suis le plus grand attaquant de tous les temps, mais je suis pas un leader. Enfin, après, en fonction de ceux à qui tu le compares, quoi. Parce que pour dire que c'est le plus grand, il faut le comparer aux autres. On va pouvoir justement le comparer. Kevin Durant, il a 30 ans, il a presque marqué, je dis presque, il lui manque quelques poussières, 23 000 points en carrière, saison régulière seulement, bien sûr, vous savez comment ça marche aux États-Unis. Il est 31e meilleur marqueur de l'histoire pour l'instant, et visiblement, la saison prochaine, il devrait grimper de 5 ou 6 places en fonction de sa moyenne de points. Il est sur des temps de passage qui sont supérieurs à ceux de Kobe Bryant, qui est terminé 3e, et surtout à de LeBron James, qui est actuellement 4e. Bref, s'il continue sur cette moyenne de points, il terminera potentiellement peut-être meilleur marqueur de l'histoire devant Karim Abdul-Jabbar. Donc il y a cette donnée-là qui est importante. Si tu veux, je vous ai fait les maths. Vas-y, si tu as fait les mathématiques, j'adore les maths. Pour préciser ce que tu dis, d'abord, oui, il est effectivement le 2e plus jeune joueur de l'histoire après LeBron James à dépasser les 20 000 points. C'était en janvier 2018. Et donc, en gros, pour atteindre Karim Abdul-Jabbar, je vous rappelle le chiffre, 38 387 points en carrière en saison régulière. Je vous ai fait 3 scénarios. Si KD joue encore cette saison, on rappelle qu'il a 30 ans, donc que ça va être de plus en plus exigeant, mais que ce n'est pas impossible. S'il jouait cette saison,
il faudrait qu'il marque 27 points par match. Je parle sans blessure, ce qui est donc improbable. Donc il faut peut-être prévoir à chaque fois un scénario avec une saison de plus. S'il jouait 8 saisons, il faudrait qu'il soit à 23,5 points par match, ce qui paraît tout à fait raisonnable vu ses qualités de scoreur. Il est à 27 points par match en carrière. Donc ça inclurait une petite baisse de régime sur ces dernières années. Et s'il jouait 9 saisons, on pourrait se limiter à 21 points par match pour dépasser Karim Abdul-Jabbar, avec le petit bémol qu'en fait, il faut s'interroger sur qui sera le meilleur marqueur dans 7, 8 ou 9 ans, puisque LeBron James peut lui aussi tout à fait dépasser Karim Abdul-Jabbar et chasser des records. Et tout ça, fonction de l'équipe dans laquelle il évoluera. Bien Parce sûr. que si Bien c'est une sûr. équipe Steel Warriors, il aura forcément moins d'impact. Et si on le remet dans une configuration Oklahoma City avec une ou deux stars, dont lui, effectivement, il peut atteindre ce total-là de 27 points par match Et c'est tous les soirs. là où c'est très intéressant, parce que Kevin Durant est à 27 points en carrière, en ayant évolué toute sa carrière à côté de Russell Westbrook, comme disait Liliane, et maintenant à côté de Stephen Curry, qui est un MVP, un double MVP de la Ligue, à côté de Klay Thompson, avec qui il composait un duo de scoreurs fous, et il continue à marquer 26-27 points par match. Ce qui veut dire que dans une équipe un peu plus faible, entre guillemets, en réalité, il pourrait... alors là, c'est moi qui parle et qui m'engage, mais sa plus grosse saison, c'est 32 points par match en 2014. Moi, je suis convaincu que dans la NBA actuelle, où c'est tout pour l'attaque, il pourrait très bien faire 35 ou 40 par match, en fait, sur une saison. Comme James Harden, en fait. Oui, comme James Harden a une différence majeure, c'est que James Harden, c'est la caricature de l'attaquant, c'est-à-dire que cette année, quand ça n'allait pas et qu'il mettait 50 ou 60 points, il prenait tous les ballons, il prenait toutes les possessions à son compte. Kevin Durant, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et au niveau de l'efficacité du pourcentage au tir, on n'est pas dans les mêmes sphères. Kevin Durant est bien au-dessus. D'autant plus que pour ce qui est de James Harden, il marque quand même 30,5% de ses points sur lancer franc. Le truc qui énerve tout le monde, évidemment, mais quand même plus de 30% de ses points sont imputables à des lancers francs, ce qui n'est pas du tout le même registre de jeu. Justement, on va en parler un petit peu de son registre de jeu à Kevin Durant. Comment vous le qualifieriez ? C'est vrai que quand on le voit jouer, c'est peut-être aussi pour ça qu'Arnaud a lancé ce débat, relayé aussi par Gaëtan Scherer. Il y a un côté facile avec lui, esthétique, magnétique. Il y a cette vitesse, ses appuis. Il y a sa taille, dont on reparlera aussi sans doute un petit peu tout à l'heure, parce que c'est un élément important. Majeur. Oui, parce qu'il c'est le plus grand attaquant par la Par taille, la en fait. ouais. C'est exactement ça. C'est le plus haut. Non, C'est le plus haut, exactement ça. voilà. Mais voilà, comment est-ce que vous qualifieriez cet attaquant, justement, voilà. Tu en parles et je pense que c'est l'élément majeur qui fait de lui, qui lui donne une facilité dans le jeu. Il est à 2m11, affiché à 2,06 partout, mais il émarge à 2m11, il l'a avoué, c'était un 2-13. 2-13. Souvenez-vous de la fameuse photo Voilà. avec Tim Hewissey où il est à côté de Demarcus Cousins et où il se baisse un peu pour pas être plus haut que Demarcus Cousins. Il a mis les choses au clair, c'est un 7-footer comme on les appelle, et du coup il est dans cette catégorie-là, mais c'est le seul à faire cette taille-là, avec cette finesse au niveau du corps, ce physique, quoi. Est-ce qu'on peut faire juste une petite précision pour les gens qui ne suivraient pas forcément sur pourquoi il s'est rabaissé? D'habitude, les basketteurs ont plutôt tendance à augmenter leur taille. Genre, je fais un 99, mais en fait, je fais 2m02, c'est plus facile pour me vendre. Lui, Kevin Durant, il a fait l'inverse. C'est souvent une question de poste. Quand on est plus jeune, plus on a tendance à être estimé grand, plus on va être mis dans une case, un joueur intérieur ailier fort. Lui, Durant exécrait ces postes-là, ne voulait pas jouer à l'intérieur, voulait pouvoir shooter à 3 points, voulait pouvoir s'extérioriser. Donc, baisser sa taille sur les manuels, sur les scouting reports, ça lui permettait de ne pas être considéré comme un intérieur et donc de jouer à l'aile. Donc, si on reprend C'est pas joli. il y en a qui aiment se faire grandir avec les chaussures, lui, c'est l'inverse. Mais effectivement, cette taille-là, en fait, c'est ce qui caractérise son jeu. D'être ailier et de faire 2m13, il n'aura quasiment aucun opposant qui lui arrivera au niveau des yeux, voire des épaules. Voilà, ce sera éventuellement la seule opposition équivalente. Ce qui fait qu'en fait, il peut prendre un tir sans être contesté. Jamais. Il n'est jamais contesté sur un tir, quel qu'il soit. Donc, finalement, pour un basketteur qui a l'habitude d'enquiller des milliers de shoots à la saison, de ne pas avoir d'opposant pour le gêner sur son champ de vision, c'est un avantage énorme. Ce n'est que ça, Yann. C'est absolument pas que ça. Ah, Ce n'est que la que ça. pointe émergée C'était pour la transition. Bien sûr. de son talent, puisqu'il n'y a pas que ça, puisqu'en plus c'est un shooter pur, c'est l'un des shooters les plus purs qu'on ait vu. Il a un talent, il a un don pour ça, contrairement à d'autres joueurs qui doivent, au fil de leur carrière, travailler pour
pour y arriver. Un Michael Jordan, rappelons qu'il n'a jamais été un grand shooter à 3 points. Kevin Durant, il a ça dans le sang, en fait. Et donc c'est l'une de ses qualités principales. Au niveau du pourcentage à 3 points en carrière, je crois que c'est 38%. Donc c'est bien au-delà de ce que faisait Jordan à son époque. Bon, il est plus grand, mais il a une appétence et un talent pour ça. Donc c'est ça, mais c'est aussi donc de la vitesse d'exécution. Il dribble quasiment comme un meneur, où il court aussi vite que les arrières, donc personne ne peut le rattraper. Quand il part en contre-attaque, qui se stoppe pour tirer à 3 points ou qui rentre dans la raquette, il est juste inarrêtable, il provoque la faute. Donc on est juste dépendant de ce qu'il va mettre son tir ou pas. Il arrive à shooter dans une diversité de positions tout à fait intéressante. Il peut recevoir la balle au poste haut. Il a un jeu qu'on appelle mid-range, à mi-distance, alors qu'aujourd'hui les joueurs ne shootent plus à mi-distance, à quelques exceptions près. Il peut tirer de haut panier, se retourner, faire des fade-away. Il peut faire à peu près tout ce que vous voulez. En transition, c'est l'un des plus élégants, des plus rapides. Derrière la ligne des lancers francs, il est à 89% de réussite en carrière. Il shoot à 3 points, donc correspond au standard moderne. Ce qu'aucun des grands scoreurs de l'histoire n'avait, en tout cas au niveau de Kevin Durant, ce qui lui donne, moi je pense, un avantage important dans ce débat là-dessus. On pourrait même ajouter une grande facilité d'adaptation au jeu FIBA, parce il avait fait un très très grand mondial en 2010 en Turquie. Oui, évidemment, le Team USA avait été champion du monde, lui avait été MVP, mais il avait été adapté sans aucun problème. Et il prend des rebonds et il fait des passes. J'ai oublié de préciser, 6,4 rebonds cette saison, presque 6 passes par match. Donc en fait, il n'est pas, quand il veut jouer collectif, il peut, même s'il a une tendance agaçante à vouloir prendre le jeu à son compte, ce qui trahit ce que disait Liliane. C'est un peu sa personnalité. Il veut montrer qu'il est leader alors que peut-être il ne l'est pas vraiment, complètement. Je voudrais juste nuancer quelque chose. Tu parlais de Jordan, puisqu'on parle forcément, on est obligé de comparer avec le thème. Oui, de ce on va y podcast. venir sur la liste des joueurs à qui on doit ou on peut le comparer. Il y a une chose qu'il faudra pas oublier tout au long de ces débats, c'est que tu parlais par exemple de sa capacité à tirer à 3 points. C'est aussi le mal du siècle entre guillemets. C'est le basket d'aujourd'hui qui veut qu'on tire de plus en plus à 3 points, là où Jordan n'avait pas forcément besoin de le faire parce que c'était pas dans les mœurs de l'époque. Ouais, mais lui le fait depuis le début de sa carrière. Il est arrivé avant le mal du siècle dont tu fais état. Mais il a bien prospéré sur le fait qu'aujourd'hui, la NBA a largement boosté le jeu à 3 points, qu'il y a de plus en plus de joueurs athlétiques, rapides et adroits à 3 points, ce qui effectivement n'était peut-être pas le cas en NBA il y a 20 ans. Mais oui, il en a bien profité quand même. Je veux dire, effectivement, il avait ce talent-là. Sur tous les shooters historiques dont on parlera tout à l'heure, c'est effectivement lui de loin qui a le meilleur pourcentage primé. Mais il est aussi dans un contexte de jeu ces dernières années qui lui permet de valoriser à puissance 1000 ce talent qu'il a, effectivement. Tout à fait, c'est vrai. Surtout que la défense n'est plus vraiment à l'ordre du jour, notamment en saison régulière. Non, on parle pas des playoffs. Je sais pas, t'as vu la saison ou pas cette année? Non. C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs. J'en parlais à Yann juste avant le début du podcast. Je trouve que dans ce débat-là, moi, j'aurais presque tendance à vouloir me concentrer que sur l'aspect playoff des choses. Oublier la saison régulière un peu parce que bon, c'est 82 matchs la saison, c'est assez inégal, on se repose pas, il y a des adversaires plus ou moins motivés. Justement, en playoff, c'est pour ça que ça entre en ligne de compte. Oui, mais en playoff, elle est là la vérité de l'attaquant, c'est en playoff quand il faut aller gagner les matchs, qu'il y a une élimination au bout, qu'il y a un titre au bout. Après, évidemment, peut-être que j'exagère un peu, que la saison régulière, elle doit compter, mais il faut pondérer les vrais attaquants se révèlent pendant les playoffs. Et justement, c'est là où on va citer d'autres noms de joueurs qui ont fait leur réputation sur les playoffs. Quel est l'objectif pour un attaquant? L'objectif, c'est d'attaquer, de scorer. Enfin, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le conçoit. C'est pour ça qu'après, il faut se mettre d'accord. Effectivement, Amaury le soulevait tout à l'heure. On compare des époques qui ne sont pas les mêmes. Le jeu a beaucoup changé. Aujourd'hui, ça va plus vite, c'est plus athlétique. Les règles ont changé. On joue avec beaucoup plus de possession sur un match en NBA aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On a calculé aujourd'hui qu'une équipe NBA en moyenne, par rapport à il y a 20 ans, prenait 13 possessions de plus par match. C'est-à-dire que le rythme du jeu lui-même s'est accéléré. Et c'est effectivement quelque chose qui correspond très bien à un joueur du prototype de Kevin Durant. C'est vraiment un poisson dans l'eau là-dedans. Le jeu a évolué, les règles n'ont pas beaucoup changé, le but reste le même à la fin. Gagner, oui, c'est gagner des titres. Oui. Est-ce qu'on doit comparer, est-ce qu'on doit qualifier un joueur de plus grand attaquant de l'histoire seulement à la moyenne de points ou au total de points qu'il enquille en saison régulière et en play-off en les ajoutant, ou au nombre de titres gagnés, au nombre de situations décisives réussies? Non, parce qu'il faut pouvoir se retrouver dans ces situations. Donc, vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de grands attaquants qui n'ont pas été dans cette
dans la situation d'être décisifs, parce qu'ils ont été dépassés avant, notamment par Jordan, par exemple, à son époque, où c'était impossible d'aller en finale quand on jouait dans la conférence Est. Donc on ne peut pas limiter le débat à ça, mais si on parle juste de Kevin Durant et qu'on regarde les 2 dernières finales, MVP des finales les 2 fois, 35 points de moyenne sur la série finale en 2017 et 28,8 l'année dernière, et surtout 2 tirs à 3 points à 1 an d'intervalle, qui sont les tirs à 3 points qui font basculer la série ou qui font gagner le titre à Golden State. Donc je pense pas que Durant soit vraiment attaquable sur ce point-là. Je pense que c'est là où tu voulais en venir, les Jordan qui met ces 2 tirs décisifs pour remporter une série. Mais je pense que justement ces 2 tirs de Durant dont tu parles viennent montrer qu'il n'y a pas que le clutch winner, il y a aussi peut-être les 2 possessions d'avant qui vont tuer un match avant même d'avoir besoin du buzzer beater. Après Jordan en a beaucoup plus, évidemment. Il a beaucoup plus de titres aussi, il a beaucoup plus de tout aussi. En fait. Après, les titres sont un argument favorable. Qui prouve l'influence d'un joueur au cours de sa carrière. Aujourd'hui, Durant a quand même 2. Dont on lui fait pas totalement crédit, il faut être tout à fait honnête. Il me semble, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. S'il faisait gagner les Knicks, on lui donnerait totalement crédit, et même peut-être x2, tellement la franchise est décrépie. Mais là, il n'a pas gagné la finale avec OKC contre LeBron James. N'est-ce pas ? Il a pris 4-0, si j'ai bonne... Absolument. Non, 4-1. Pardon, n'exagérons rien. Excuse-moi, le coup de balai n'était pas total, autant pour moi. Et là, Warriors, il rejoint une équipe qui est déjà championne. Il jouait face aux Big Three, quand même. Il jouait face à LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Donc, lui, il découvrait la finale. C'était un peu... Voilà, c'était le début. C'est un peu délicat. Mais ce qui est intéressant, en tout cas vis-à-vis de Durant, c'est aussi de voir les vocations qu'il suscite. Les grands joueurs, maintenant les très grands joueurs, s'identifient aussi à Kevin Durant. Je pense à Kristaps Porzingis, qui veut passer son temps au-delà de la ligne à 3 points, mais avoir un style de jeu à la Kevin Durant. Donc c'est quand même symbolique d'un joueur qui domine son époque, il la surdomine, qui, en étant l'attaquant qu'il est, va inspirer d'autres joueurs à vouloir faire comme lui, et comme à une autre époque on voulait être le prochain Michael Jordan, être le prochain Kobe. Voilà, je pense qu'il y a ces 3 noms-là, et il y a LeBron aussi à côté, mais c'est encore un autre genre de joueur. Mais à chaque décennie ou vingtaine d'années, on a des joueurs comme ça symboliques en termes d'attaque. Je pense que après les titres, qu'il en ait 2, 4, 6, effectivement, ça c'est un autre point de comparaison avec les légendes du sport. Mais au final, c'est une légende d'attaquant déjà. Je vais vous poser une question la même question d'une autre manière. Je vais y arriver. Il reste 2 secondes, 85 partout entre les 2 équipes. À qui vous filez la gonfle pour le dernier shoot ? Probablement à Durant parce qu'il prendra à 3 points. Attends, on parle toute époque confondue. Toute époque confondue, t'as le choix. Toute époque. Il n'y a aucun doute en fait là-dessus. Il n'y a aucun doute. Moi, je fais de la balle à Michael. Oui. Je crois que voilà. Moi, je préfère Michael. Oui. Ah, c'est intéressant. Oui, mais parce que là, on parle d'une capacité spécifique à être décisif dans un moment précis. Kevin Durant, je ne sais pas si... À trouver, je pense que la nuance, c'est la capacité à trouver le shoot ou à trouver le panier. Et c'est vrai que Michael Jordan savait le faire, Kobe Bryant savait le faire. Et Kevin Durant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a jamais eu vraiment à le faire, c'est-à-dire à trouver comment scorer. Quand on regarde Michael Jordan, c'était des exploits techniques permanents, c'était des arabesques en l'air, il se faufilait entre 4 joueurs pour aller marquer. En fait, Kevin Durant a jamais eu besoin de faire ça. C'est là où il y a un hiatus dans ce débat, c'est que la différence de taille fait qu'il arrive à atteindre son objectif, à savoir marquer des points, sans devoir atteindre la même. Ça veut dire que la sans aller panoplie. au charbon comme on pouvait. C'est ça. Ça veut dire que la panoplie ne serait pas tout à fait complète parce qu'il en a pas besoin. Il a d'autres super pouvoirs. C'est que le contexte lui permet d'être dans sa zone de confort sans aller ferrailler sous le cercle, sans aller driver, sans aller se coltiner. Et effectivement, on peut pas le lui reprocher. D'autant plus qu'aujourd'hui, les nouvelles règles NBA ne favorisent absolument pas le travail des défenseurs. Donc, ils ont quand même créé ces règles pour donner ce qui s'appelle de la liberté de mouvement. Il en a de la liberté de mouvement et il ne s'en prive pas. Et effectivement, sa taille, qui est un atout exceptionnel par rapport à tous ceux qui l'ont précédé, lui permet de jouer comme ça, oui. Et c'est vrai que quand Jordan voulait prendre un match à leur compte, on le voyait tout de suite. C'est-à-dire que la balle, elle allait plus nulle part, c'était eux. Et il y avait de la rage, il y avait vraiment de la férocité
vélocité dans ce qu'il faisait. Durant, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il est tranquille, il a ses positions. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir si, dans un autre contexte, il serait capable d'aller chercher comme ça des paniers au mastic, difficiles, à l'arrache. Est-ce qu'il serait capable de le faire ? Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin de faire ça. Donc, oui, parce qu'il faudrait pouvoir lui opposer un joueur qui serait capable de le... Voilà. Il n'y en a pas. Et Guillaume en parlait. Ouais. Aujourd'hui, j'en vois deux qui pourraient éventuellement affronter en finale, c'est Giannis et Kawhi Leonard. Parce que Kawhi Leonard a, lui, cet aspect défensif, il serait capable de défendre sur lui. D'ailleurs, défendrait sur lui si ça devait être le cas. Rappelons que Kevin Durant est un très grand défenseur, même si c'est pas le débat aujourd'hui. Je sais c'est pas. un petit bonus. Je sais pas, parce qu'on le compare à Jordan. Ok. Est-ce qu'un grand attaquant doit être totalement... Donc, il n'est qu'un grand attaquant. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du tout de ce qu'il est capable de produire en défense. La défense fait partie de l'attaque pour moi, surtout dans un jeu en transition, etc. Pour moi aussi. De et créer. donc, Durant a progressé là-dessus. Tout le monde est d'accord. Il est capable d'avoir des séquences de défense. Moi, il a toujours été très fort défenseur. C'était pas l'avis général jusqu'à il y a quelques années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde lui donne quitus en disant il a vachement progressé défensivement. Il est capable d'aller emmerder un scoreur adverse. Il est capable d'avoir des séquences d'intensité défensive. Mais si on veut le comparer à Jordan, on est tous d'accord. Jordan, c'est un super grand attaquant. Enfin, je veux dire, personne ne va dire le contraire. Jordan, c'est quand même 9 fois All-Star défensive dans la All-Team défensive et un trophée de défenseur de l'année. Le jour où Durant aura un trophée de défenseur de l'année, peut-être que ça donnera plus de relief à son côté d'attaquant. Non, je sais pas. Voilà. On peut poser la question. On peut poser la question. La défense fait partie de l'attaque. Bien oui, tu viens de le dire. Oui, mais l'attaque, c'est l'attaque, la capacité à marquer des points. C'est autre chose. Là, on parle de critères objectifs qui est le meilleur attaquant dans l'histoire. Ça en fait partie. C'est un petit bonus. Voilà, c'est 5% de la note, quoi. Si vous voulez. Ouais. Quel joueur a marqué 100 points dans un match ? Quel joueur Chamberlain. Quel joueur a marqué 81 points dans un match ? Kobe Bryant. C'est quoi le maximum de Kevin Durant ? 61. C'est ça. Ouais. Il y a un peu de taf encore, non ? Non, quand je dis ça, c'est une manière humoristique et provocatrice, mais est-ce que pour être comparé à Jordan, à Chamberlain, à Kobe, peut-être qu'on en citera d'autres tout à l'heure aussi, est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi à un moment de marquer véritablement les esprits avec soit une milestone, une marque, un chiffre Ouais, mais Devin Booker dans ce cas-là... c'est ça, il y a Devin Booker, c'est le contre-exemple parfait, c'est le gamin qui est dans une franchise où il va mettre 70 points, et puis finalement, est-ce que dans 10 ans, on parlera de lui comme le meilleur attaquant encore qui c'était. Sauf que, sauf que Devin Booker est au début de sa carrière, et que Durant, il a déjà 30 ans, et on l'a dit tout à l'heure, il est déjà dans le top 30, en gros, des meilleurs scoreurs de l'histoire de l'NBA, et on a l'impression qu'il fait presque ça, j'ai envie de dire, je mets des guillemets, parce que je vais me faire taper dessus, mais en loose day, c'est-à-dire que ouais, ok, il met 35, 40 points, mais on voit pas de montée de thermomètre, 4 matchs à 60 points, genre Kobe Bryant ou Jordan qui, voilà, il se dit tiens, on est Madison, tiens, moi je vais en faire 55, ça va les calmer. Ça manque un peu de caractère, ça manque un peu de Lili, ça manque un peu de mastic. Oui, c'est à son image, voilà. bien sûr. Les deux arguments auxquels on revient, si tu veux les comparer à des historiques, tu parles d'histoire, donc tu parles d'époques de basket différents. Et ensuite, si on revient sur la réalité actuelle, il joue dans une équipe où il n'a pas besoin de marquer 70 points dans un match. Alors est-ce que le débat est pas là finalement? Est-ce qu'il n'a pas besoin, et peut-être que ça nous fera basculer sur le côté actu, mais est-ce qu'il n'a pas besoin de quitter ses Warriors, d'aller dans une franchise moisie, genre les Knicks, moisie en termes de résultats, j'entends évidemment, pour la prendre sur ses épaules et montrer que ouais, il peut mettre des points, mais surtout il peut mettre des points qui font gagner, parce que c'est ça au final l'essence du sport de haut niveau. Non, c'est quand même gagner avant d'être un grand attaquant. A priori, c'est le projet. Enfin, en tout cas, c'est la rumeur qui veut ça. Si il a la chance entre guillemets de gagner un 3e titre, il aura fait le tour de la question à Golden State. Plus besoin de il va aller faire un peu, il va aller assouvir ses ambitions personnelles. Il pourra s'en donner à cœur joie et personne ne lui reprochera, je pense, en plus de ça. Comme LeBron a fait en repartant à Cleveland et en réussissant l'impensable. Voilà. Donner un titre à Cleveland. Est-ce que les Knicks seront à même de lui offrir ce genre de challenge? D'ailleurs, il y a un dénominateur commun entre ces deux choses-là, puisque Kyrie Irving fait partie des rumeurs pour rejoindre New York, et ce serait assez intéressant de voir les deux rejoindre New York, puisque les deux ont un peu cette histoire. Irving est parti de Cleveland parce qu'il était dans l'ombre de LeBron James. Il est parti pour s'affirmer et s'accomplir en tant que leader. On a vu avec quelle réussite pendant le dernier tour des playoffs contre Milwaukee. Ça peut être intéressant que les deux, entre guillemets, pas underdogs, mais ils ont un peu cette étiquette-là. Ils pourraient, tous les deux ensemble, faire quelque chose d'aussi grand que ce qu'a fait LeBron à Cleveland, c'est rendre à Big Apple un peu sa grandeur qui remonte à 1973. Donc il y a du boulot.
Quand il joue, Durant, on est d'accord, il y a un côté magnétique, esthétique, on en parlait Fluide. tout à l'heure, qui est fluide, exactement, Lily, qui est extrêmement impressionnant, mais qui contribue beaucoup, évidemment, à entretenir ce débat. Mais est-ce que lui n'a pas, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure au début de l'émission, mais est-ce qu'il n'a pas besoin de s'affirmer davantage, avoir des prises de position, des prises de parole, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui cassent cette espèce de moule très, j'ai envie de dire, très soft ou très neutre finalement. Est-ce qu'il n'est pas ça? Est-ce qu'il n'est pas trop neutre, Kevin Durant? Pas si soft, si je me trompe pas, cette année, on l'a senti un peu plus énervé, un peu plus friable mentalement que d'habitude. Il avait l'air de sortir un peu de ses gonds sur certains matchs, de s'énerver, de prendre des techniques. Des choses qu'on ne voyait pas faire si souvent que ça. Mais ça l'agace, ça l'agace qu'on le il traite d'être soft. Je pense qu'il a du caractère, mais et objectivement, non, quand on regarde ses matchs et qu'on l'observe, il est pas soft. Moi, je trouve pas soft. Il accepte le contact. Je trouve qu'il défend. Je trouve qu'il se met. Non, moi, je suis pas tellement d'accord avec cette critique-là. Mais après, oui. Ça l'a pourtant suivi très longtemps. Oui. Déjà, à OKC, il traînait cette réputation de joueur un peu soft, un peu trop beau, trop poli, trop facile. Voilà. Et effectivement, ça lui a toujours porté un petit peu préjudice, de manière probablement un peu injuste, parce qu'effectivement, c'est son style, il est comme ça, il est facile. On ne va pas reprocher à quelqu'un d'être doué et facile et d'avoir du talent, mais c'est vrai que ça l'a un petit peu desservi. Et quand j'étais allé le voir à Oklahoma City, c'était sa dernière année, tous les journalistes d'Oklahoma City me disaient il cultive une image de gendre idéal. Voilà, il ne fait pas un pas de travers, pas un mot de travers. Pour nous, c'est top, mais il disait parfois on s'ennuie un peu, parce que quand on fait des interviews, c'est toujours les mêmes éléments de langage qui reviennent, il n'y a pas un poil qui dépasse. C'est vrai, on ne se souvient pas d'une interview forte de Kevin Durant. Non, on en a fait 2 dans le journal, et à chaque fois c'était un moment de déception, on va pas exagérer, mais c'était assez plat, effectivement. C'est pour ça que je dis côté Sauf qu'à l'époque, je crois qu'il nous avait déjà dit, Yann Zoudet, qui travaillait au basket à l'époque, s'en souviendra, je crois qu'il nous avait affirmé qu'il se considérait déjà à l'époque comme le meilleur joueur du monde. Donc cet ego, il l'a, il ne l'affiche pas. Je pense pas qu'on puisse lui reprocher si c'est sa manière de faire. On n'a pas forcément, moi j'ai pas forcément besoin de voir un Kevin Durant prendre des techniques ou se battre sur le terrain avec d'autres joueurs pour me dire c'est un joueur de caractère ou qu'un attaquant finalement. On lui demande pas de se battre ni de prendre des techniques, mais d'avoir un côté un peu plus féroce parfois. C'est un joueur dont l'adage c'est la seule vérité, c'est celle du terrain, c'est celle du shoot que je mets et qui fait ficelle à chaque fois, quoi. Bon. C'est aussi la marque d'un grand dans son style. Il a créé son propre style et qu'aujourd'hui il y ait des jeunes qui veuillent le copier lui, c'est aussi un symbole. Bon, c'est pas mal comme conclusion finalement ça. Mais avant de conclure, parce qu'on va pas conclure comme ça, on va pas se quitter comme ça serait dommage. J'aimerais bien que vous me donniez, je sais pas, votre top 5 des plus grands attaquants de l'histoire, pour vous mouiller un petit peu là, tous les 3. Est-ce qu'on est obligé de les mettre dans l'ordre ou de les mentionner? Moi, c'est simple, je vais m'engager. Je pense que c'est le plus grand attaquant de l'histoire. Après, ça dépend de quels critères on observe, mais je pense qu'il y a 2 choses qui sont inattaquables, c'est la régularité et l'efficacité. En régularité, il est intouchable. Il est à 27 points de moyenne en carrière. Et je vais vous dire les seuls joueurs à être à ce niveau-là, c'est Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, je les mets dans le désordre, Jerry West, Michael Jordan et LeBron James. Si on prend ces 6 joueurs, Kevin Durant, c'est le seul qui a dans sa carrière ce qu'on appelle le vrai pourcentage de tir. Voilà, le true shooting percentage. Okay. Donc c'est une statistique, pour expliquer en 5 secondes, qui combine tous les résultats au lancer franc, à 2 points, à 3 points, et qui sort un chiffre qui est à peu près fidèle selon les statisticiens américains à la réalité. Kevin Durant, c'est le seul qui est au-dessus de 60%, et le deuxième, c'est LeBron James qui est à 58%, c'est-à-dire... Non, moi j'ai Abdul Jabbar à 59,2% en carrière. Oui, mais alors là, je parlais des joueurs à 27 points, à 27 points de moyenne en carrière. Attention là. Le bonheur des stats à l'américaine. Oui. Alors, qui est le plus efficace entre la 2e et la 3e minute quand il y a du vent dans la salle? C'est un peu ça. Pour répondre à ta question, moi je préfère mentionner 5 joueurs parce que c'est 5 époques différentes. Donc, vas-y. C'est une manière de se mouiller, mais pas trop. Voilà. Donc on va garder Durant, on va garder Jordan. Je pense que après, voilà, c'est une question d'époque, mais ça m'a marqué. Je pense que LeBron James est un formidable attaquant, Kobe Bryant. Et pour le côté historique, parce qu'on ne peut pas avoir marqué la NBA comme ça sans qu'on s'en souvienne, Wilt Chamberlain en fera partie.
Moi, je Toi, tu vas voter Jordan, je sais. Je reste sur Jordan. Mais oui, parce qu'il a fait ce qu'il a fait à une époque où les défenses étaient extrêmement rudes, voire physiques, voire plus que ça même, dans un contexte qui n'est absolument pas celui d'aujourd'hui. Donc il a réussi à arracher tout ça pendant des années, dans un contexte défensif. Écoutez, souvenez-vous des Pistons, des Knicks et tout ça, où c'était l'enfer quand même quand on était un attaquant. Aujourd'hui, c'est pas l'enfer pour les attaquants, c'est l'enfer pour les défenseurs en NBA. Donc pour moi, ça relativise. Donc évidemment, Jordan, je mettrais LeBron derrière. Pourquoi ? Parce que c'est un grand attaquant et c'est aussi quelqu'un qui crée pour les autres. Et je pense qu'un grand attaquant, c'est aussi quelqu'un qui a le sens de la passe et qui sait faire marquer des points aux autres. Et en ce domaine-là, LeBron est supérieur à Kevin Durant. Il a vraiment une vision du jeu, il a un sens de la passe que n'a pas encore Durant. Bon, alors après, vous allez me dire, je chipote, un attaquant, il score, il ne fait pas de passe. Non, pour moi, c'est vraiment un élément du jeu, d'attaque de son équipe et de son registre personnel à lui. Donc j'aurais Jordan, donc LeBron, ensuite Durant, parce qu'effectivement, ce qu'il fait là, c'est cette impression de facilité qu'il dégage et qui fait d'ailleurs débat et est quand même assez extraterrestre. Après, je mettrais Kobe Bryant avec un côté un peu affectif, parce que c'était quand même un boulimique de la possession. Et j'ai trouvé une stat rigolote, parce qu'en fait, il y a dans l'histoire de la NBA seulement 3 joueurs qui ont pris plus de 40 shoots par match, au moins 10 fois sur une saison. Ils sont que 3. Hein. Il y a Kobe Bryant, à qui c'est arrivé 10 fois. Il y a Rick Barry, à qui c'est arrivé 10 fois. Et il y a Will Chamberlain, qui l'a fait 104 fois. Donc, à une époque effectivement un peu révolue. Donc voilà. Et puis en plus, je mettrais Jabbar. Pourquoi Jabbar ? Parce qu'il a créé un geste. Il a créé un shoot. Son fameux shoot en crochet là, qui était indéfendable. Skyhook. Voilà, le skyhook. Et il a marqué l'histoire pour ça aussi, parce que ça a été longtemps un geste venu de nulle part, qui a posé énormément de problèmes à la NBA et aux défenses pendant un moment, et qu'il a quand même marqué plus de 38 000 points. Quoi. Je pense qu'on a oublié dans ce débat quelqu'un d'assez important. On n'a pas du tout prononcé son nom. C'est Allen Iverson. Voilà, alors il mesurait, je vous rappelle, combien ? 1,80 officiellement, ce qui veut dire qu'en fait... Lui se grandissait par contre, voilà. Je te confirme. Je pense que c'est fait ça. Sans doute un peu moins, oui. Et ça a été quand même, à sa grande période, il a fait 4 saisons à plus de 30 points de moyenne, ce qui, au regard de sa taille, je pense, est quelque chose de quasi inégalable. Voilà, mais là, je pense que c'est exceptionnel. La création... 25e, meilleur marqueur, Allen Iverson. Oui. 25 000 points, 24 000 points en carrière à peu près. C'était vraiment un des plus beaux joueurs à voir et un des plus impressionnants sur le parquet. Et évidemment, quand on est plus petit, quand c'est plus dur de marquer, c'est d'autant plus impressionnant et quand on y arrive, d'autant plus... C'est plus dur quand on mesure 1m98 que quand on fait 2m13. C'est sûr. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est comme ça dans la vie aussi ? Absolument. Là, vous m'avez coupé. Ah, pardon. Non, moi je reste sur Kevin Durant parce que sur des critères objectifs, on va dire le package au niveau technique et au niveau de ce qu'il arrive à faire et des chiffres qu'il aligne, je pense qu'il est supérieur, même si quand on rentre dans des critères émotionnels ou subjectifs et empiriques, évidemment, on peut avoir une préférence pour Michael Jordan, mais je laisse Kevin Durant en numéro 1. Derrière, je vais mettre Michael Jordan, qui pour moi est après quasi inattaquable, Allen Iverson, Kobe Bryant et mon petit Wilt aussi quand même. Et LeBron James, no way. Il arrive plus tard, on verra plus tard. Quand on remettra le débat à jour. Bon, merci à tous les 3. On fera le débat quand il aura 6 bagues ou 5. Et puis j'espère que d'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Bye bye. Au revoir à tout le monde.